Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce débat du dimanche. Au menu, la visite d'État du président malien Ibrahim Boubacar Keïta à Paris, l'élection présidentielle de ce dimanche en Côte d'Ivoire et le référendum constitutionnel au Congo-Brazzaville. Pour débattre de ces questions, Adam Thiam du Républicain, Maître Abderrahmane Touré, juriste, Omar Sangaré, juriste également, et Modibo Mao Makalou, économiste. Messieurs, bonsoir. Premier thème de ce débat, la visite d'État du président malien Ibrahim Boubacar Keïta à Paris en France. Une visite de 2 jours. Ça y est, la page des moments d'incompréhension entre Bamako et Paris est désormais tournée. On note 2 temps forts. L'ouverture d'une conférence des bailleurs de fonds sur la reconstruction du Mali et l'audience avec son homologue François Hollande. C'est l'image du jour. Ibrahim Boubacar Keïta et François Hollande autour du secrétaire général de l'OCDE, avec un objectif commun, la reconstruction du Mali. Après 2 ans de guerre entre l'armée malienne et les groupes armés du Nord, Ibeka affirme son attachement à un accord de paix qui englobe tous les Maliens et demande le soutien économique de ses partenaires. Quelle serait cette paix-là qui n'offrirait pas l'eau potable à nos enfants, qui n'ouvrirait pas les écoles à nos enfants, qui ne ferait pas que Kidal soit une capitale à l'instar de toutes les capitales aujourd'hui? La formation des jeunes, l'amélioration des infrastructures, l'accès à l'énergie et à l'eau, le développement de l'agriculture, voici les objectifs abordés ce jeudi à l'OCDE. Pour François Hollande, la France doit rester en première ligne aux côtés du Mali. Et si nous tenons cette réunion aujourd'hui, c'est aussi pour montrer à des pays qui sont dans le malheur qu'il est possible, après une guerre, après le terrorisme, de pouvoir enfin trouver les voies d'un avenir harmonieux. La France promet 360 millions d'euros sous forme de dons et de prêts d'ici 2017, dont près de 80 pour les régions du Nord et 4 pour la sécurité. Après 2 jours de visite d'État à Paris, le président Ibrahim Boubacar Keïta rentre donc à Bamako avec la satisfaction du devoir accompli. Voilà le président malien qui vient de regagner Bamako cet après-midi. L'OCDE, Modibo Mao Makalou, le président Ibrahim Boubacar Keïta, pourquoi a-t-il choisi le siège de l'OCDE à Paris pour cette conférence sur la reconstruction du Mali? C'est un enjeu finalement. Merci M. Garcia et merci de m'avoir invité. Je rappelle que je suis là à titre privé et que je ne représente pas les 2 commissions de l'OCDE que je co-préside, notamment la commission sur la coopération publique-privée, dont le secrétariat est tenu par la Société financière internationale à Paris, qui est le bureau régional de la Banque mondiale pour l'Europe, et l'amélioration de l'environnement pour la société civile, l'aspect gouvernance de l'OCDE. Je suis un des coprésidents aussi. Le secrétariat est tenu par l'Institut des hautes études sociales de l'université Erasmus à Rotterdam, aux Pays-Bas. Donc, je pense que nous vivons une période, enfin, c'est une visite historique à tout égard. D'abord, cette visite d'État. Je pense savoir qu'il y en a eu 5 cette année. La Chine, le Mexique, la Tunisie, le Mali, et puis un autre pays, et l'Espagne. Sa Majesté aussi s'est rendue là-bas. Donc, la visite d'État est le rang protocolaire le plus élevé des visites. Au bas de l'échelle, vous avez les visites privées, ensuite vous avez les visites de travail. Peut-être 2, il y a plusieurs centaines par an. Et ensuite, vous avez les visites officielles. Mais surtout, les visites d'État, vous n'en avez pas plus de 5 généralement par an, de très haute facture et programmées au millimètre près, qui sont faites de commun accord. Mais par rapport à l'OCDE, c'est historique aussi, parce que l'OCDE était présente au Mali à la fin des années 90. Le Mali était le seul pays pilote pour la réforme de l'aide. L'OCDE, vous savez, le président Hollande l'a rappelé, les recommandations de l'OCDE sont presque des recommandations, parce que c'est un club de gens de bonne volonté et il faut y adhérer. Même si vous êtes non membre, il faut adhérer au principe de l'OCDE, qui est l'Organisation pour la coopération et le développement économique, basée à Paris et créée qui a commencé ses activités en septembre 1961. Donc l'OCDE,
Je pense que de mémoire récente, aucun chef d'État africain n'a eu droit aux égards que le président a eu à l'OCDE. Et ceci pour plusieurs raisons. Et je pense que l'OCDE s'était fâché avec le Mali en 1996, mais le fait que le président se soit rendu là-bas, je pense que c'est vraiment l'apothéose. Oumar Sangaré, un voyage triomphal, on peut le dire ainsi. Oui, comme il a dit, c'est un voyage qui est rempli d'honneur, mais aussi de belles factures, qui s'inscrit dans le cadre normatif des rapports entre États et qui réellement traduit un peu le Mali dans toute sa gloire et sous des auspices. La première variable sous laquelle moi j'analyse cette visite, je dirais que ça matérialise deux actions. D'abord, le Mali constitue un partenaire privilégié de la France dans le giron ouest-africain. Et deuxièmement, que le Mali constitue un point nodal dans les dispositifs antiterroristes dans le Sahel. Donc tout ceci pour vous dire réellement que cette visite de belles factures a été aussi assortie de beaucoup de promesses, lesquelles promesses ont été rejetées sur des dynamiques économiques qui vont s'étaler sur un certain nombre de réalisations qui seraient un peu fastidieux de citer ici, mais que moi j'ai retenu aussi deux brillances fondamentales. D'abord, la coordination des approches régionales. Deuxièmement, la corrélation secteur privé et public, la mise en gestation des dynamiques comme la mise en place des infrastructures reliant les régions les unes aux autres et faisant en sorte que réellement le Mali puisse au moins restructurer son cadre développemental dans une option durable, pérenne, permettant à l'économie de pouvoir gagner une certaine relance ferme, pérenne, nous permettant de gagner un peu en élan et en structuration. Voilà des échelles sur lesquelles j'aimerais d'abord m'appuyer d'entrée de jeu pour dire que réellement cette visite en vaut la peine et ça a répondu aux attentes des Maliens. Maître Touré. Oui, moi je pense que cette visite, ça a été dit en partie ici autour du plateau. C'est une visite historique, c'est d'abord une visite d'État, comme l'a dit Makalou. C'est ce genre de visite officielle où un chef d'État étranger rencontre un autre chef d'État, à travers lequel il y a beaucoup de cérémonies. Donc, dans cette visite, nous avons vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le sens de l'événementiel. Les drapeaux sur les Champs-Élysées, on en a beaucoup parlé, mais ça ne se limite pas simplement à ce seul aspect événementiel. Ce qui est important, c'est au niveau de la symbolique. La symbolique, dans la mesure où le Mali est un pays quand même post-crise, nous sortons d'une situation. Il était assez important de faire d'abord le point de ce qui a été fait depuis 2012. Parce que vous savez très bien que nous sortons d'une situation difficile, faire d'abord le point de ce qui a été réalisé et puis également se positionner par rapport à ce qu'il y a lieu de faire. Si vous vous rappelez très bien, en 2013, il y a eu une conférence des donateurs, on avait parlé de 3,5 milliards pour la reconstruction du pays. Certains fonds ont été décaissés, il s'agissait pour le Mali aussi de faire un exercice, notamment la présentation de l'utilisation qui a été faite de ces sommes avant de se projeter sur les 360 millions d'euros qui ont été promis lors de cette visite d'État du chef de l'État. Donc, en somme, il y a 4 grands points quand même qui ont été partagés. La première des choses, on a fait le point en disant que l'avancée djihadiste a été stoppée, première bonne chose. Les élections ont pu avoir lieu à la suite de l'intervention militaire. Le troisième point, c'était simplement le redéploiement de l'armée ainsi que de l'administration qui sont prévus au niveau des régions du Nord. Mais tout n'est pas fini. Le pire est derrière nous, mais qu'est-ce qui reste à faire? Ce qui reste à faire maintenant, c'est des questions de développement. Et lorsqu'on rentre dans les discours, on aura l'occasion d'en parler, vous allez voir qu'il y avait quand même des messages codés dans le discours de François Hollande en réponse au discours du président de la République du Mali qui était beaucoup enthousiaste, mais il l'a modéré par moments en lui rappelant simplement que chaque fois que la pauvreté persistera, les mêmes causes provoqueront les mêmes effets et il y aura toujours ces problèmes. Donc c'est pourquoi ils ont décidé maintenant d'axer l'intervention sur l'intensification des politiques beaucoup plus économiques. Voilà un peu grosso modo ce que je pouvais dire dans l'intervention. Adam Thiam, aucun chef d'État africain n'a été aussi bien accueilli qu'Ibrahim Boubacar Keïta. Alors je ne sais pas. C'est une visite d'État avec beaucoup de relief. À la fin du jour, la question qui se pose, est-ce que nous sommes plus proches de Paris que ne l'est Dakar, Abidjan ou Niamey et d'autres pays? C'est un peu cela la question. Et l'autre question, c'est que vaut la France dans un système globalisé
où l'économie est vraiment gérée plus par le consensus de Washington, des institutions de Bretton Woods que Paris. Et puis l'autre question, c'est que vaut la France dans un pays dans un monde où la Chine est en train d'émerger. La preuve, c'est que nous avons eu quand même des protocoles d'accord d'une valeur de 5 000 milliards avec la Chine suite à la visite du président en Chine l'an dernier. Alors, ceci dit, je n'amoindris pas du tout la portée de la visite du président. Et cette visite est d'autant plus importante que le président n'a pas vraiment courbé l'échine devant la France. Et on était très étonnés, au sortir de la transition d'ailleurs, qu'il y ait cette crispation qui lui a fait dire en décembre 2014 à Paris que la France nous oblige à négocier avec des groupes armés. Et puis le président a eu plusieurs prises de position qui rappelaient la communauté internationale et la France alors. Donc il est quand même étonnant que le président ait eu cette visite d'une telle facture. Cela mérite d'être dit. Mais Maître Abderrahmane Touré l'a dit, c'est qu'il n'y a pas d'un côté le Mali de Ibeka, le Mali de Dionkunda, le Mali d'ATT. Le Mali est un État qui était tombé en crise, qui s'était effondré en 2012, que la France a secouru, d'ailleurs, souvent avec l'hostilité de beaucoup de Maliens aujourd'hui qui sont en train d'applaudir la visite, mais qui étaient contre cette intervention. Et donc, pour la France, le Mali est un tout. Le Mali est un tout. Le potentiel des djihadistes a été durablement atteint. Il y avait une crise politique que nous ne comprenons pas, que nous ne comprenons toujours pas sur la question de Kidal. Et il est important que la France lève le pied sur la question de Kidal. Mais même ça, c'est en train de rentrer dans l'ordre. Je crois que l'accord que nous avons signé le 15 juin, et il faut dire que cet accord est l'accord du président, du seul président Keïta, permet peut-être de régler le problème à long terme, même si il y a des points à surveiller dans cet accord pour que ça ne résulte pas dans une partition du Mali. Monsieur Makalou, Ibeka est revenu avec quoi finalement? Une promesse d'aide de plus de 360 millions d'euros. Est-ce que véritablement l'aide de développement permet-il de développer le Mali? Malheureusement, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense qu'il y a eu des annonces importantes. Je crois que des voix autorisées vont les annoncer. En dehors de l'annonce du président Hollande, je pense que il y a des pays, je crois qu'il y a eu d'autres annonces. Et surtout, je ne connais pas tellement de détails, mais surtout ce qu'il faut retenir de cette visite, l'importance de cette visite, surtout à l'OCDE, de mon point de vue, c'est le fait que le secrétaire exécutif, M. Angel Gurria, ancien ministre des Finances du Mexique, a promis de mettre l'expertise de l'OCDE à la disposition du Mali et de la communauté internationale. Qu'est-ce que cela veut dire? Au sein de l'OCDE, vous avez ce qu'on appelle le comité d'aide au développement. Et ce comité d'aide au développement comprend 29 membres sur les 34 de l'OCDE. Et l'OCDE, déjà, c'est déjà 34 membres, plus 5 membres partenaires. Ces 5 membres partenaires sont l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Inde, la Chine. Et cela constitue 80% des investissements et des échanges dans le monde. Ce n'est pas rien. Donc, je pense que l'OCDE étant un cadre et un forum d'échange et de partage d'expériences, le fait que le Mali puisse s'adresser à ce cadre pour quand même travailler avec les parties prenantes, parce que l'OCDE aussi, c'est les membres associés, c'est les observateurs qui sont le FMI, la Banque mondiale, les organisations multilatérales, mais c'est aussi la société civile, c'est le secteur privé, parce que vous savez que, ayant été Sherpa de l'Union africaine et du NEPAD pour les échanges de Busan, c'est le Mali qui a négocié le document de Busan pour les 54 pays africains, à travers ma modeste personne. Il y a eu un changement de paradigme. On a dit maintenant, l'aide publique au développement ne va pas suffire, peut être un appoint, un catalyseur, mais il faut un changement de paradigme, aller vers un développement durable efficace. Et cela veut dire qu'il faut prendre en compte des acteurs très importants. Si vous prenez une fondation comme la fondation Bill et Melinda Gates, elle a une cagnotte de 50 milliards de dollars.
C'est 3,5 fois le PIB du Mali. Mais concrètement, les 360 millions sont sous forme de prêts et de dons. Ça, c'est l'annonce de la France. Ce n'est qu'une partie. Ce n'est qu'une le communiqué final de l'OCDE parle de 2,3 milliards de dollars. Des annonces, enfin des contributions de 2,3 milliards d'euros. Ce sont des annonces. Mais en fait, ayant travaillé sur l'efficacité de l'aide, ayant été membre du groupe d'études sur l'efficacité de l'aide de 2004 à 2012 au titre du Mali, les annonces ne sont pas des décaissements. L'aide, en tout cas, il faut mobiliser les ressources. 2,3 milliards sont annoncés. Sont annoncés. Et maintenant, il faut mobiliser. Ça, c'est une autre paire de manches parce que cela va dépendre d'un certain nombre de choses. La culture, d'abord, des partenaires techniques et financiers, parce que vous savez, il y a des agences qui sont très décentralisées et très réactives. Par contre, il y en a d'autres qui sont très centralisées et ça prend beaucoup de temps pour décaisser. Mais maintenant, comment faire pour que l'aide soit vraiment efficace? C'est-à-dire que si on donne 1 euro au Mali, cet euro revienne aux Maliens. Il faut pour cela quand même qu'un certain nombre de choses soient faites. Cela dépend des modalités de l'aide. Parce que l'aide, il faut la préparer, il faut l'acheminer, il faut l'utiliser et ensuite il faut la comptabiliser. Et cela pose problème. Parce que la comptabilisation des flux est très difficile. Monsieur Makalo, mais concrètement, IBK revient avec quoi de Paris? Moi, ça, je ne puis vous le dire. Moi, je n'étais pas à Paris. Mais je sais qu'il y a eu des annonces. Je pense que quand on dit, même si c'est des annonces, il va falloir les mobiliser. Mais quand on dit que c'est 2,3 milliards de dollars qui ont été annoncés comme contribution et que c'est dans le communiqué final de l'OCDE, donc une information officielle, je pense que c'est quelque chose. C'est largement plus que les 360 millions d'euros promis par les Français, dont 80 millions seront effectivement alloués au développement du Nord. Toute la question n'est pas cependant combien a été mobilisé ou annoncé ou mobilisé, mais comment cette aide sera portée. Parce qu'il s'agit de travailler désormais pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets comme François Hollande l'a dit. Encore que je n'approuve pas, moi, cette phrase de Hollande, parce qu'en 2012, il n'y avait pas de raison à la rébellion armée au Mali. Ce n'est pas la pauvreté du Nord qui a provoqué la rébellion armée du Nord, et ce n'est pas la pauvreté, et les populations de Sikasso sont pauvres, elles ne prennent pas des armes. Donc il faut faire attention à ne pas faire effectivement l'éloge de la violence simplement sur des questions de ce genre. Omar Sangaré, avec les honneurs des grands jours qu'a reçu le président IBK, on peut parler d'une réhabilitation du Mali et la normalisation, la page des moments difficiles entre Paris et Bamako est définitivement tournée? Bien sûr, au-delà de ce que moi j'appelle les fluctuations des humeurs dans les opinions qui se sont fait sentir tout au long de cette crise-là, des fois, comme il a dit, il y a une frange importante de la population qui dénonçait l'intervention de la France. Il y en a aussi qui l'approuvaient et dans sa juste valeur. Mais aujourd'hui, on reconnaît qu'avec cette visite d'État, nous sommes un peu sur une nouvelle trajectoire. Et la nouvelle trajectoire est assortie aussi de 2 conditionnalités majeures. C'est que les fondements, même la dignité de l'homme malien se trouve aujourd'hui remis en sellette. Parce que si vous pensez que la visite d'État, comme il a eu à le dire, n'est pas chose courante dans les ordinaires des présidences, moi j'en suis convaincu qu'avec cette visite d'État réalisée par le président, les Maliens s'en trouvent fièrement, comme on dit, encensés. Mais ce n'est pas tout. L'essentiel dans ça, c'est que ça traduit un peu la volonté du président, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Quand même, ça traduit un peu sa volonté de pouvoir réhabiliter le Mali dans son honneur et le Mali dans toute sa splendeur. Donc s'il sort avec de tels brio, de telles brillances, avec une telle teneur économique promis et inscrit dans les prévisions, moi, dans les dynamiques qui vont s'engager, qui vont s'enclencher pour des années à venir, ça va être une bonne chose pour l'économie malienne. Et d'ailleurs, moi j'en ai retenu quelque chose de plus merveilleux dans tout ça. C'est que l'interaction dont j'ai eu précédemment à parler, c'est une interaction qui va dans le sens de l'amélioration du cadre des affaires, mais aussi qui va davantage bonifier le secteur de l'entreprise
l'entrepreneuriat. Or, l'entrepreneuriat, aujourd'hui, avec la mobilisation des ressources internes, constitue les 2 piliers d'honneur du développement endogène d'un pays. Donc, on ne peut pas continuellement continuer à inscrire nos schémas de développement basés sur l'assistance financière internationale. C'est quelque chose qui ne s'inscrit pas dans la longue durée. Donc, tôt ou tard, c'est des circuits de financement qui vont s'épuiser et à la longue, ça se traduit par une sorte de déshumanisation et une sorte de dématérialisation même de la personne qui reçoit, parce que ça ne traduit pas ni ton intelligence, ni ta capacité à pouvoir t'en sortir de toi-même, et tu n'es pas en mesure d'engranger à l'intérieur même de ton espace économique propre, des tas d'éléments qui pourront conquérir à la sortie de l'économie. Là, on parle de quoi? On parle de quoi? Oui. On parle de quoi? Par exemple, pour être un peu cadré avec ce que tu dis, il revient avec beaucoup de choses, les réalisations sont objectives, ce qu'il a obtenu, c'est quand même à mettre dans son actif, et le pays tout entier doit s'en glorifier. Ok, Maître Abdourahmane Touré, oui, 80 millions destinés au développement des régions du Nord, 4 millions pour l'armée, mais pourquoi les régions du Nord? Pour la sécurité. Pour la sécurité, mais on se rend compte que, comme Adam Thiam l'a dit, la région de Sikasso et autres sont également touchées par la pauvreté et le sous-développement. Pourquoi la France se base-t-elle spécifiquement sur les régions du Nord? Ah non, elle ne se base pas que sur les régions du Nord. Il y a des projets pour Bamako, il y a des projets pour Sikasso. Oui, sur les 360 millions. Oui, sur les 80 millions pour les régions du Nord. 360 millions, 80 pour les régions du Nord. Il est vrai quand même que le Mali est un pays pauvre dans l'ensemble, mais les pauvretés quand même sont de niveaux assez différents. Les régions du Nord ont plus besoin de soutien, nous convenons tous de cela, que les autres régions. La crise a éclaté au Nord, les infrastructures sociales ont sauté, l'administration n'y étant plus. Les populations sont donc beaucoup plus vulnérables. Je pense que ça procède quand même de cette idée. Mais pour revenir à la question fondamentale de qu'est-ce qu'on apporte concrètement, moi j'aimerais bien qu'on revienne un peu là-dessus. Lorsqu'on parle de l'apport concret simplement, on a une dimension purement comptable des choses. On voit que l'argent. Nous sommes dans une situation où le Mali a traversé une crise et pendant un bon moment, nos autorités ont eu des difficultés de convergence de vues avec les partenaires que sont la France. Nous avons confondu souvent partenariat et économie. Nous sommes des adversaires politiques sur certains points. Mais la France n'est pas l'ennemi du Mali. Ce voyage a permis d'harmoniser les visions, n'est-ce pas? De se dire concrètement, voilà vers quelle voie nous devons aller ensemble. Donc rien que cela, je pense que c'est fondamentalement important. Si on parvient à harmoniser les visions, ça veut dire qu'on pourra poser des actes dans le cadre de la prospective en termes beaucoup plus stratégiques. Parce que jusque-là, nous sommes dans le conjoncturel. On est dans le coup par coup. Il y a des choses par-ci, par-là, on s'élève, on essaie de les résoudre. Mais cette convergence de vues est quand même un tournant décisif dans l'histoire quand même du Mali des jours à venir. Et le président de la République également, au-delà de cette convergence de vues, moi je pense que simplement la question économique pourra se poser. Makalou l'a abordé un tout petit peu. La question la plus importante, c'est l'efficience même de cette aide-là, notamment les canaux d'utilisation. Et nous savons très bien, dans une histoire assez récente de notre pays quand même, que les aides empruntent des tuyauteries administratives, souvent qui font du goutte à goutte, là où on s'attend à un haut débit. Et pour maintenant revenir cette fois-ci, le président de la République a compris beaucoup de choses. Il faut injecter ces sommes-là dans une approche modérée, avec des politiques plus sectorielles, en impliquant le maximum d'acteurs à des dimensions infranationales, je dirais, parce que nous engageons vers une forme de territorialisation de l'action publique. Donc il faut aller au fin fond des choses maintenant, au lieu de se lancer dans des grands projets comme les projets de Jean-Louis Borloo, Énergie Afrique et tout le reste. Donc il faut rapprocher quand même les fonds des principaux bénéficiaires pour que l'efficience soit au rendez-vous. Pour moi, c'est la dimension la plus importante. Même si c'est 50 millions simplement, si c'est bien utilisé, je pense que ça nous fera plus de lumière que 360 ans. Oui, monsieur Makalou, on vient à vous. Petite précision sur les chiffres. Oui, allez-y, monsieur Makalou. La première chose, c'est que la France est le premier partenaire extérieur du Mali. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Deuxièmement, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il ne faut pas confondre la mission d'évaluation conjointe qui a été annoncée, qui concerne uniquement les régions du Nord sur une période de 6 ans, avec ce que les partenaires ont annoncé pour la totalité du Mali. Et je pense que là, il y a... ça nous rend plus confus, parce que nous, on n'a même pas entendu parler de ces commissions. Donc, si vous en parlez ici... Non, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Bon, de toute façon, je pense que
il y a des précisions qui vont être données, donc ne nous avançons pas trop sur les chiffres, sur les annonces, parce qu'on ne connaît pas les détails. C'est tout ce que je veux dire. Très bien. Omar Sangaré. Non, sur un point suscité par Touré, je ne suis pas tout à fait d'accord quand il parle de retour à la territorialisation. Par exemple, là, ce que j'aurais pu comprendre, ce que j'aurais dû comprendre de cette visite et du contenu, c'est que réellement, on parle beaucoup plus, on s'accentue sur le concept de régionalisation, de décentralisation renforcée. Donc, c'est un retour à une forme de gestion des fonds alloués à travers des canaux beaucoup plus locaux qui vont essayer de prendre en main. Non. Quand tu dis territorialisation, ça fait appel à une sorte de centralisation. Donc, on ne va pas jouer sur les concepts, sur les mots. Donc, ne faisons pas des débats autour, n'en faisons pas des débats autour des expressions. Quand même, non, je vous ai compris. C'est des mots. Quand tu parles de territorialisation, en principe. D'accord, très bien. Adam Thiam, vous parlez de la même chose. Vous parlez de la même chose. Non, je veux dire, en fait, c'est bien. Maître Touré a mis en relief la dimension politique de cette visite. Et je pense que ça, c'est à retenir à côté des annonces qui ont été faites. Ce que Hollande a fait en accordant une visite d'État de ce rang au président du Mali, qui pour nous est nettement plus important que Hollande et tous les présidents du monde, et donc nous refusons d'être fiers simplement parce que François Hollande a invité le président du Mali en visite d'État. Le président du Mali vaut mieux que tous les chefs d'État du monde. Donc, mais il faut dire qu'il y avait une crise. Et cette visite d'État a permis effectivement de la régler. Cette visite d'État, parce qu'elle est sage, parce que c'est une visite dictée avec sagesse, donne à la France, au Mali, à Hollande et à Ibeka, les chances et les possibilités d'un nouveau départ. Et je pense que ça, ce sera effectivement observé. Le plus grand capital de ce voyage, moi je trouve l'harmonisation de vue par rapport à la résolution du conflit du Nord, parce que pendant longtemps, il y avait des divergences entre Paris et Bamako. Cette visite, pour moi, le point d'orgue, c'est vraiment cette harmonisation. Oui. Sangaré, est-ce qu'on peut considérer l'intervention de la France au Mali comme le seul trophée qu'Hollande peut brandir aujourd'hui? On a vu l'échec en République centrafricaine et un peu partout. Non, partout où la France est intervenue, moi je pense qu'on ne va pas mesurer la réussite avec le fait qu'il se soit parvenu à circonscrire un peu l'expansion des groupes terroristes. Mais ce qui est là, c'est que la traduction de la politique, ou du moins ce qu'il va faire, la force même de Hollande au sein de son électorat, ce n'est pas seulement que son intervention au Mali. La France aussi ne dépend pas que de cette intervention. Il y a ce qu'on appelle les pesanteurs internes à la France, que Hollande, difficilement, est parvenu à bout à les résoudre. Par exemple, le vivre commun en France, l'amélioration du cadre de vie du français, la remise en sellette d'un certain nombre d'infrastructures industrielles et sociétales de la France, donc toutes choses étant mises en balance avec l'intervention au Mali, ne pourront pas faire pencher la balance du côté d'une certaine objectivité et d'une certaine rationalité du côté de Hollande. Mais ce qui convient de choisir, ce qui convient de retenir ici, avec l'acceptation du grand frère qui fait. Je dis qu'effectivement la France est intervenue avec une excellente manière, et le résultat au bout du compte, c'est qu'ils sont parvenus au moins à redonner à un peuple le désir de vivre, toute action utile en soi, et qui vont se traduire à la longue par une certaine reconnaissance que le Malien aura vis-à-vis. D'accord, dernière question sur le Mali. Adam Thiam, après Paris, on fait quoi? Kidal, reconstruction du Nord, terrorisme? Alors ça, c'était vraiment normalement la chute de Maître Touré, c'est-à-dire le fait que cette visite a permis de tout mettre à table et de repartir de nouveaux pieds, devrait permettre effectivement au Nord Mali de retrouver très très vite la paix. Et la paix dans son intégralité, ça avait déjà commencé avant la visite du président Ibeka en France avec les concertations CMA plateforme. Il y a la question djihadiste, elle reste posée, mais ça c'est une lutte de longue haleine. Et puis il y a toutes les questions de développement du Nord, pas seulement du Nord, parce qu'en développant le Nord, il faut faire attention au centre. Mopti est une région qui est devenue une région totalement désœuvrée en 4 décennies. Il y a d'autres régions au Mali, donc le développement malien, il est global. Mais en fait, la question que vous m'adressez, normalement, on aurait dû l'adresser à M. Makalou. Mais en fait, pour prendre la suite de Mme Thiam, oui, ce que je puis dire, c'est que si vous prenez la carte de la pauvreté du Mali, Mopti est la région la plus pauvre du Mali.
Donc la région la plus pauvre du Mali ne se trouve pas au nord, c'est Mopti, au centre. D'accord. En Côte d'Ivoire, 6 millions 300 000 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour l'élection présidentielle, la première depuis 2010, et les violences meurtrières qui avaient suivi le duel entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. 5 ans plus tard, 7 candidats sont en lice, dont le président sortant. Nous avons en ligne d'Abidjan notre envoyé spécial, Sekou Tangara. Sekou, bonsoir. Bonsoir Kolsian Garsou. Bonsoir également à vos invités autour du plateau. Merci Tangara. Est-ce que les Ivoiriens sont sortis massivement pour cette présidentielle? Oui, Kolsian Garsou, on peut dire que les Ivoiriens sont sortis pour aller accomplir leur devoir civique, même si il faudrait s'attendre à un taux de participation qui ne va pas excéder, sinon qui ne pourrait même pas peut-être atteindre celui de 2010. Mais l'on peut retenir que les Ivoiriens sont sortis pour aller voter. Le taux de participation pourrait différer selon les communes et également selon les bureaux de vote. Dans certains d'entre eux que nous avons visités à Koumassi, à Abobo ou à Grand Bassam par exemple, les électeurs étaient présents souvent 1 heure ou 2 heures même avant l'ouverture des bureaux de vote. Mais également dans d'autres, ils ont dû attendre peut-être 1 heure pour pouvoir accomplir leur devoir civique. Kolsian Garsou. Sekou Tangara, peut-on parler d'une élection présidentielle sans enjeu? Bon, peut-être une élection sans véritable suspense, puisque les challengers du président sortant Alassane Dramane Ouattara ne font quasiment pas le poids. Ce n'est pas la même stature. Et il faudrait également retenir qu'à l'approche de cette élection présidentielle, des ténors ont fait défection. Je veux citer Charles Konan Bani qui a décidé de se retirer le jour même de la clôture de la campagne. Mais avant lui, il y a eu Mamadou Koulibaly ou Amara Essi. Mais d'autres facteurs également qui pourraient peut-être expliquer le fait qu'il n'y a pas véritablement de suspense, c'est que l'échiquier politique ivoirien est tenu par 3 grandes figures. 2 ont décidé de se retirer. Il y a Henri Konan Bédié qui s'est effacé au profit de Alassane Dramane Ouattara. Il y a également Laurent Gbagbo qui est absent puisque qui est en train d'atteindre son procès au niveau de la Cour pénale internationale Kolsian Garsou. Merci Sekou Tangara en direct d'Abidjan. Abderrahmane Touré, s'achemine-t-on vers le sacre d'Alassane Dramane Ouattara finalement? Sans aucun doute, moi je dirais effectivement on s'achemine vers la victoire d'Alassane Ouattara. Au-delà des 2 facteurs qu'il a avancés, la défection de certains grands ténors, ajouter à cela aussi le fait que comment il s'appelle le candidat du FPI Pascal Affi-N'Guessan également ne fait pas totalement le poids parce que non seulement son parti vient d'une longue crise, il y a des conflits internes qui minent ce parti, et de l'autre côté aussi la population ivoirienne a commencé à voir des choses concrètes. Comme on le dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Et moi, je pense que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, après être sortie de 10 ans de guerre civile, avec 3000 morts, les choses ont commencé à bouger. C'est visible, hein, et les Ivoiriens le sentent dans leur vie quotidienne. Et je pense qu'ils ont préféré aller vers la confirmation plutôt que de s'engager peut-être dans une aventure sans lendemain, parce que les gens qui sont en face, manifestement, ne sont pas à la hauteur de Alassane Dramane Ouattara. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est enviée par pratiquement tous les pays africains. Pourquoi ne pas confirmer et continuer le bon travail? Omar Sangaré, on peut s'attendre à un coup KO à l'exemple de la Guinée? Bon, oui, un coup KO en Côte d'Ivoire est envisageable. Comme il a dit, par exemple, on ne va pas revenir sur des raisons. Au-delà des raisons, comme il a dit, les mots qu'il a cités, par exemple, des raisons, on voit au-delà la fracture des camps d'en face. Au sein du FPI, on voit que déjà les tendances se font sentir entre les ultras et puis les pragmatistes. Donc, et au-delà du FPI, on ressent un peu le même émiettement. Donc, les camps d'enfants ne présentent pas un élan de singularité face à Alassane Dramane Ouattara. Et autre chose qu'on peut ajouter à son éventuelle victoire, c'est que réellement, des réalisations économiques ont été faites. Il a donné une nouvelle physionomie à la Côte d'Ivoire, ça c'est sans doute, et vraisemblablement,
les Ivoiriens, même si d'aucuns estiment que ces améliorations ne sont pas de nature à être qualifiées d'inclusives. Il y a même une expression consacrée qu'on dit de croissance non inclusive et au pire même appauvrissante, selon le leader Mamadou Koulibaly. Moi, je pense que réellement... Il a fait défection. Mais si, il a fait défection, probablement Alassane va gagner et avec à sa solde sa longue trajectoire de réalisation et aussi avec ce qu'on appelle sa propre posture qui s'impose dans sa faction politique, mais aussi dans l'élan économique. Toutes ces dynamiques conjuguées font de lui le vainqueur idéal et il va rafler. Rien à dire. Oui, Adam Thiam, alors les grosses pointures ont jeté l'éponge, c'est quoi? Ils s'avouent vaincus à l'avance? Oui, non, mais je pense que déjà ils sont venus à l'élection en sachant qu'ils n'avaient aucune chance. Et puis, au fur et à mesure du processus électoral, ils ont réalisé que leur chance devait être encore plus mince qu'ils ne l'envisageaient. Il se peut aussi qu'il y ait eu quelques ratés, parce que l'enjeu de l'élection ivoirienne, ça n'est pas tant la victoire d'Ado au premier tour, c'est déjà la performance de la gouvernance électorale elle-même. Donc, avec ou sans Ouattara, avec ou sans ses candidats, est-ce que le bureau de vote ouvre à l'heure? Est-ce que les trucs sont bien comptabilisés? Est-ce que le parcours est honorable du premier jour de la convocation du collège électoral au dernier jour? Et puis l'autre enjeu, c'est quand même, il faut le dire, et c'est ça ce qui attend Alassane Ouattara après, c'est l'enjeu de paix et de réconciliation durable. Et cela va au-delà de ce qu'on voit, cela va au-delà d'une liste de gens recensés par la Commission de vérité, réconciliation et justice. Ça passe effectivement, comme on l'avait dit il y a déjà une semaine ou 2 semaines sur ce plateau, par une véritable stratégie de l'humilité des nordistes, parce qu'il ne saurait être question d'une revanche du Nord qui a longtemps souffert le martyre, et il ne saurait être non plus de passer par pertes et profits la grande souffrance que les Ivoiriens ont endurée lors de la crise politique que le pays a connue de 2002, je crois, à 2010. Monsieur Makalou. Oui, moi, je regrette que les élections ne soient pas une fête dans la plupart de nos pays. En fait, si vous prenez nos constitutions, le vote est un droit, mais ce n'est pas une obligation. Il y a des pays où les gens se battraient pour pouvoir voter, mais ils n'en ont pas l'occasion. Deuxièmement, je pense qu'à travers le suffrage universel, qui exprime la volonté du peuple, c'est cela qui constitue le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. La Côte d'Ivoire est la locomotive de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et sans paix et sécurité, aucun pays ne peut quand même prétendre à une croissance économique durable. Donc je pense que si l'émergence doit venir dans nos pays, nous devons tout faire pour qu'il n'y ait pas trop de chocs extérieurs, notamment sur le plan sécurité humaine, mais aussi sur le plan de la stabilisation macroéconomique. Maître Abdourahmane Touré, Alassane Ouattara a promis, s'il est réélu, de réviser la Constitution. Pour quel enjeu? Bon, je n'ai pas trop bien suivi la question de la révision de la Constitution, donc je ne voudrais vraiment pas m'hasarder sur ce point de révision, donc je vais laisser peut-être la parole. Oui, mais Adam Thiam, ce qu'il a dit, quand s'il est élu, il va mettre en chantier une révision constitutionnelle pour supprimer la clause de la Constitution qui dit qu'il faut être de père et de mère ivoirien pour être candidat à l'élection. Donc peut-être qu'un des parents suffirait. Donc, et il le fait simplement parce que toute la crise récente de la Côte d'Ivoire est aussi due à toute cette question de l'ivoirité. Bon, je ne sais pas si ce serait bien inspiré pour lui de commencer son mandat par une révision constitutionnelle qui repose sur ça. Oui, Oumar Sangaré. Oui, sur ce point, j'aimerais un peu rebondir à ce que le doyen vient de dire, pour dire effectivement qu'il y a deux choses sur la révision constitutionnelle. Oui, sur la révision constitutionnelle, il y a 2 choses sur lesquelles bute la personne même de Alassane en tant que candidat crédible. Il est critiqué sous 2 auspices. Par exemple, on lui reproche son illégibilité. Toutes choses consacrées par la Constitution, parce que quand on se réfère aux 4 éléments de la Constitution, il y a un de ces éléments-là qui disqualifie d'emblée Alassane Ouattara.
Parce qu'on dit de n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne et de ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Or, Alassane Ouattara, à un moment donné de son parcours personnel, a eu à se prévaloir d'une nationalité voltaïque. Tout le monde le sait. Donc si on va sur cette base-là, la nécessité d'une révision constitutionnelle s'impose dans toute son épaisseur, parce que ça permet à Alassane de pouvoir au moins se réhabiliter politiquement. Bon, quand je dis réhabiliter, on n'est pas dans la logique justice, paix et réconciliation. On est dans une certaine normalisation de sa candidature et de sa présidence. Donc la mandature d'Alassane va s'ouvrir sur des élans de contestation. Et deuxième élément de contestation, c'est que réellement, la trilogie qu'Alassane avait posée comme équation lors de sa première mandature n'a pas été respectée. Paix, justice et réconciliation. Une justice à géométrie variable, une justice partiale. Donc c'est la justice des vainqueurs. Parce qu'aucun membre du camp d'Alassane n'a été traduit, à ma connaissance, devant une juridiction pour des atrocités commises lors des crises ivoiriennes. Or, ils en sont tous comptables du bilan. Voilà. Monsieur Makalo, la réconciliation nationale, la paix durable, c'est l'un des gros défis qui attendent finalement Ouattara. Oui, moi je pense que c'est son second et dernier mandat. Je le connais personnellement, mais je pense qu'il va tout faire pour qu'il y ait une Côte d'Ivoire apaisée, parce que c'est l'héritage qui compte. Et dans la postérité, qu'est-ce que Alassane Ouattara va représenter pour la Côte d'Ivoire? Et je pense qu'il veut laisser, un homme intelligent qu'il est, je pense qu'il veut laisser une bonne image. Je crois aussi que la révision constitutionnelle, il ne la fait pas pour lui, franchement. Non. Lui, c'est son dernier mandat. Maintenant, cette révision constitutionnelle permettra même au fils de Gbagbo, Michel, de pouvoir être candidat. Donc, quelle est la situation où ton père a été président de la République, mais toi, tu ne peux pas l'être simplement parce que ta mère n'est pas ivoirienne? Je pense que c'est pour les autres qu'il le fait, et c'est pour la lisibilité, quoi. Moi, je suis parfaitement d'accord, d'autant plus que, avec vous et en désaccord total avec Sangaré, lorsqu'il dit simplement que c'est une forme de réhabilitation de sa personne. Il n'a pas besoin de se réhabiliter, il est déjà réhabilité par ses actions. Tout à fait. Même ceux qui n'étaient pas pro Alassane Ouattara, au vu de ce qu'il a posé comme acte de sa mandature à ce jour, il y en a énormément qui ont changé de paradigme et de vision par rapport à ce président. L'autre question également, c'est la question de la justice et de la réconciliation. Il y a eu des atrocités dans ce pays, c'est un fait. Il y a eu des massacres, c'est un fait. Des nordistes en ont commis, des sudistes en ont commis. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de laisser la justice travailler et de pointer du doigt toutes les personnes impliquées, directement ou indirectement, et là, dans le cadre d'un processus. Moi, je pense qu'Alassane, il a suffisamment d'outils et beaucoup d'élévation pour vraiment amener la Côte d'Ivoire comme elle a toujours été. En tout cas, moi, je n'aimerais pas aller en vacances en Côte d'Ivoire avec Sangaré. Voilà, dernier thème de ces débats, révision constitutionnelle au Congo. Oui ou non pour une nouvelle constitution? C'est la question posée aux électeurs congolais ce dimanche. Un référendum contesté, l'opposition ayant appelé au boycott. Le scrutin pourrait permettre au président Sassou Nguesso de se présenter à nouveau en 2016. Adam Thiam, très peu d'engouement pour cette révision constitutionnelle. C'est quoi finalement l'enjeu d'un scrutin de ce genre? En fait, ce qui compte, c'est le vote. Okay? Ce qui compte, c'est le décompte. Et puis, c'est ce qui va se passer. Peu importe le taux de participation, le référendum est passé et ça ouvre la voie pour Sassou Nguesso de briguer un autre mandat. Okay? Et puis, il n'a même plus la limitation d'âge qui le plombait pour ça. Donc, c'est au-delà c'est vrai que l'opposition va boycotter. Je pense que très honnêtement, il y aura pas beaucoup d'engouement pour ça, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire simplement que oui, les gens sont restés à la maison. Peut-être parce qu'ils ont peur des violences, etc. L'essentiel, c'est s'il y a un non à Sassou Nguesso. Mais je n'envisage pas un non à un référendum comme ça. Et tout le problème est encore posé. C'est le problème de la limitation des mandats en Afrique, ou alors l'Afrique s'est trompée de régime constitutionnel,
où il s'est trompé, où elle s'est trompée de président. Parce que de Bujumbura, Kigali, Kinshasa, Brazza, ça va changer. Il y a 11 pays africains qui ont déjà changé. On ne sait pas qui va pas changer demain. Il y a un problème. Et je pense que ce qui est bien, c'est que nous nous asseyons et que nous en parlions. Monsieur Makalou, cette semaine, on a entendu le président François Hollande dire qu'il était dans le droit du président Sassou Nguesso d'organiser ce référendum. C'est en quelque sorte un soutien tacite de la France à Brazzaville. Mais le référendum, c'est un instrument de démocratie directe. C'est dans la Constitution, dans la loi fondamentale, c'est inscrit qu'on peut réviser la Constitution par voie référendaire. Ça, c'est clair. Mais au-delà de cela, Napoléon Bonaparte, nous qui suivons de très près les constitutions françaises, ont copié pour la plupart la constitution de 58. Bonaparte disait qu'une constitution doit être aussi courte et imprécise que possible. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous mettez une constitution trop rigide, elle ne va pas s'accommoder des changements dans le temps et dans l'espace. Et cela pose des problèmes d'adaptabilité. Mais est-ce qu'il fallait-il nécessairement modifier nos constitutions juste pour se maintenir au pouvoir? Parce que le cas du Congo fait sauter deux verrous, quand même, l'âge et la limitation. Je vais vous surprendre. Moi, personnellement, je pense que la limitation des mandats est antidémocratique. Si quelqu'un est bon, pourquoi ne pas le garder? Pourquoi prendre quelqu'un qui n'est pas bon? Mais si le référendum, si une constitution est passée au référendum et limite le mandat, ça, ce n'est pas antidémocratique. Moi, je pense que si quelqu'un est bon, le peuple doit pouvoir le choisir. Mais par contre, je viens de voir une étude qui est récente sur la gouvernance qui dit que non, en fait, on se rend compte que ce n'est pas, c'est pas nécessairement l'alternance qui pose problème. C'est le mode de gouvernance, la qualité de la gouvernance. Quand il y a de la bonne gouvernance, généralement, le peuple s'accommode très bien des gens qui sont... Oui, mais Maître Touré, après plus de 32 ans au pouvoir, qu'est-ce que Sassou Nguesso peut apporter de nouveau pour le Congolais? Ce qu'il faut dire à ce sujet, d'abord, c'est qu'il faut regarder tous les aspects qui sont dans le projet. Il y a déjà il y a des choses positives dans ce projet de modification. Le BIF, l'instauration d'un Premier ministre, la décentralisation du pays, ça c'est des aspects quand même assez novateurs. Mais là où le bas blesse, c'est le fait de sauter les deux verrous, notamment l'âge et la limitation des mandats. Il a dit tout à l'heure... Il y a un article qui stipule également qu'on ne doit plus poursuivre le président en exercice et sa famille. Exactement. Donc avec l'instauration d'un statut de l'opposition et d'un statut d'ancien chef d'État. C'est des choses qui manquent souvent dans nos démocraties parce qu'après les fonctions, il n'y a pas de vie. Ouais. Et l'opposition aussi est fragilisée. Au Mali, on a surmonté le cap en mettant en place un système de statut d'opposition. Donc tout ça, c'est dans le projet. Mais là où le bas blesse, comme je l'ai dit, c'est au niveau des deux verrous, la limitation d'âge et également la question des mandats indéterminés. À ce niveau, la question du vote s'est posée. François Hollande a dit qu'il a effectivement le droit de consulter son peuple. Mais après, il s'est ravisé. Il s'est ravisé en disant simplement qu'il n'y a pas de consensus autour simplement de l'ordre du jour, c'est-à-dire ce qu'on doit mettre dans le projet. Et ce que Makalou dit également, c'est le fond de mon analyse, c'est que le vrai problème, ce n'est pas l'alternance au sommet de l'État, c'est beaucoup plus le mode de gouvernance. Si vous prenez le cas du Rwanda, par exemple, avec Paul Kagame, il y a eu ce consensus social qui permet d'avoir la stabilité. Il a des bons on remarque qu'il a un bilan social et économique encourageant, le Rwanda. À ce niveau-là, est-ce qu'on doit s'interroger forcément sur la simple alternance ou la qualité de la gouvernance? Quand la gouvernance marche bien, ça crée un consensus social, et ce consensus social également est gage de stabilité. Absolument. Dans le cas du Congo, il y a eu des concertations préalables. Ça n'a pas marché avec l'opposition, avec la société civile. Même l'Église s'est opposée. Il a tâté le pouls, il a senti que ça ne marche pas, mais il s'est entêté. Quand il s'est entêté, l'opposition a voulu organiser une journée de démobilisation sociale avec des organisations de jeunes comme Ras-le-Bol. Mais malheureusement, pour l'opposition, elle ne s'est jamais présentée aux premières lignes de ces manifestations. Et le mouvement Ras-le-Bol est sorti avec la leçon: on ne fait plus confiance à la classe politique, c'est-à-dire ni la majorité ni l'opposition. Donc indirectement, l'opposition congolaise a servi, n'est-ce pas, le pouvoir. Il a aidé le pouvoir vraiment à faire passer ce référendum dans la mesure où au Congo, il n'y a pas un taux minimum de participation qui permet de valider le scrutin. Même si c'est 15%, simplement, ça passe. Ça veut dire que l'opposition n'a pas pu s'attirer les syndicats, donc l'administration et les organisations de société, et la peur aussi des années sombres de 97 a fait que beaucoup de gens ne sont pas sortis pour affronter le Cobra suprême, l'ancien nom de Sassou Nguesso, pour des événements. Adam Tian voulait intervenir. Non, je voulais juste dire, il faut faire attention aussi aux études.
Oui, c'est-à-dire la question du déverrouillage est une question importante. Ça n'est pas lié à la nature de la gouvernance forcément. C'est-à-dire si Clinton avait tenté de déverrouiller aux États-Unis après deux bons mandats, écoutez, on n'aurait pas dit ça. Donc, il faut faire attention. C'est parce qu'on est des Africains qu'ils écrivent ça. Hein. C'est parce qu'on est des Africains qu'ils écrivent ça. Sinon, c'est une question sérieuse de changer une constitution simplement pour pouvoir être candidat. Il y a beaucoup d'autres choses, il n'y a pas que ça, en fait. Non, mais au Congo, moi je pense même que s'il n'y avait pas ces histoires, c'est un changement vraiment positif parce que en fait, il passe du régime présidentiel pur au régime semi-présidentiel avec beaucoup d'améliorations dans le truc. Mais la gouvernance il y a deux points qui font débat. Voilà, c'est sur ces mots que se referme ce débat du dimanche. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout à l'heure, Kaba Diakité pour Afrique Soir. Passez d'excellents moments en notre compagnie. À dimanche prochain.